Bonsoir tout le monde. Aujourd'hui, on se retrouve sur Scratch. Aujourd'hui, je vais vous présenter comment créer de l'inertie et de la friction pour des objets. Comme vous le savez probablement déjà, un objet dans Scratch, ça n'a pas de base de friction. Quand on bouge par exemple un objet, cette incroyable boule jaune, je sais pas pourquoi est-ce que... Voilà, on n'a rien vu. Cette incroyable boule jaune, quand on essaye de la bouger avec par exemple Move, bah, elle bouge de 10 sans plus, juste elle bouge. Mais elle n'a pas d'inertie, elle ne continue pas à bouger en ralentissant lentement après. Je vais vous montrer deux méthodes d'accomplir ça. La première, ce sera une méthode simple, qui n'utilise pas de trigonométrie et qui est capable de faire, de simuler un effet d'inertie. Elle est aussi un peu moins flexible, mais elle est facile à mettre en place. La seconde utilisera de la trigonométrie, c'est pour ça qu'ici on a GeoGebra. Bref, pour faire donc notre ami la première méthode, on va avoir besoin d'une variable pour ce sprite seulement. Cette variable, c'est la vélocité totale, marquée V. Donc, on va en avoir besoin, donc il va falloir des 7 et évidemment le V en lui-même. Donc, commençons. Déjà, évidemment, pour commencer, bon, il va falloir commencer. On va vouloir faire répéter jusqu'à ce que V soit inférieur à 0 ou à 1. Parce que 0, il va aller à l'envers. V soit inférieur à 1. Et on veut bouger de V. Bon, pas si compliqué pour l'instant. C'est juste une demande de variable. Donc là, pour l'instant, qu'est-ce qu'on a? On a une sphère qui bouge. Mais elle ralentit pas, c'est pas de l'inertie réelle, c'est juste, elle avance de 10 en permanence. Maintenant, on va faire une semblance d'inertie avec ce petit 7. On va faire donc V moins une valeur. Cette valeur, plus elle est élevée, plus la balle ralentira vite. Moi, je vais la mettre à une valeur faible, comme ça on va bien pouvoir voir la balle ralentir. Donc on va faire comme ça. Donc cette valeur, c'est la vitesse originelle de la balle, et cette valeur, c'est la vitesse à laquelle la balle perd de la vitesse. Ce que vous pouvez aussi faire, c'est faire V fois, donc je vais vous montrer juste après. Pour l'instant, je vais commencer avec une balle. Donc là, vous pouvez voir, la balle, elle part au début, puis elle ralentit lentement, et elle s'arrête. Et le programme s'arrête. Donc ça c'est pratique, ça vous permet de faire de l'inertie facilement, hein, c'est extrêmement court, c'est seulement 1, 2, 3, 4, 5 blocs. Et donc ça c'est linéaire, ça veut dire que la balle ralentit pendant sa route, elle ralentit à la même vitesse. Maintenant on peut faire une balle qui ne ralentit pas linéairement. Donc ça c'est en mettant un nombre qui est entre 1 et 0. Plus le nombre s'approche de 0, plus la balle ralentira vite, plus le nombre s'approche de 1, plus elle ralentira lentement. Moi, je vais faire un nombre qui s'approche de 1, comme ça, elle ralentira lentement. Donc là, on commence avec 10, et vous pouvez voir que au début, elle va très vite, puis ensuite, elle ralentit. Et on peut comparer avec, par exemple, 20 en vitesse, qu'elle va très vite au début, puis elle ralentit beaucoup. Donc celle-là, elle est assez efficace, mais usuellement, vous n'aurez pas besoin de vous embêter avec V fois un nombre entre 1 et 0. D'habitude, ça fonctionne juste avec ça. Après, par exemple, dans l'exemple que j'ai pris là, avec V est égal à 20, normalement la balle va partir beaucoup trop loin, parce que c'est linéaire, donc ça ralentit pas assez vite. Bon, cette méthode fonctionne, hein, mais elle est assez limitée. La seule variable qu'on peut toucher, c'est V, et surtout, on utilise le move V step. Ça fonctionne, hein, mais ça veut dire que votre entité doit regarder dans la direction dans laquelle elle va. Donc c'est pratique pour par exemple des entités qui devraient aller dans une seule direction, qui ne pourraient jamais être déviées. Et donc ça vous permettrait d'avoir par exemple, encore une fois, hein, une balle qui accélère puis ralentit lentement. Par exemple, ça pourrait être une bombe, un canon qui tire une bombe, la bombe sort du canon, elle sort comme ça, elle ralentit, puis elle explose. Au lieu d'avoir une bombe qui va à une vitesse de 10, puis qui au bout de temps explose. Donc ça, c'est court et c'est pratique.
Et aussi c'est simple, accessoirement. Mais c'est pas génial. Vous savez ce qui est génial? La trigonométrie. Allez, on va virer ça. V disparaît, au sens littéral du terme, plus de V. Donc j'ai préparé 4 valeurs, la vitesse, la friction slash accélération, et 2 vélocités. Je les ai pas appelées vélocité, je les ai appelées accélération. Il n'y a aucune raison particulière à ça. Hein. En soi, le nom des variables n'a pas d'importance sur ce qu'elles font. Elles sont déjà preset à quelque chose, donc je peux rapidement les represet. Mon point ne marche pas, ça m'énerve ça. 95 et 0.5. Voilà. Donc ça, c'est des speed et friction accélération. C'est des constantes. Vous pouvez les changer, mais d'habitude, vous les set à un nombre et vous laissez tourner le programme sans les changer. Ça peut être pratique de les changer, par exemple si c'est un vaisseau qui bouge, qui a de la friction ou une voiture par exemple, et je sais pas, vous roulez dans de l'huile et d'un coup votre friction augmente. Par exemple, ça peut être ça, et du coup vous augmentez la valeur friction-accélération. Enfin, vous la faites approcher 1. Pourquoi elle s'appelle friction-accélération? Pour la simple et bonne raison que plus la friction est élevée, plus l'accélération sera faible. Alors, à quel point? Si la friction-accélération est égale à 1, le truc ne peut pas bouger. Tout simplement. Enfin, en tout cas, il marche plus parce que vous verrez, mais on va diviser par friction-accélération. Et bon, sachant qu'on soustrait 1 à friction-accélération, on va diviser par 0. C'est pas génial de diviser par 0 généralement. Donc, voilà. Ce sprite est extrêmement peu versatile. Je vais prendre un sprite qui a une direction. Personnellement, je prends presque toujours le même sprite avec une direction, c'est arrow, enfin, arrow 1A. Donc, voilà. Maintenant, on a un vrai sprite qui a une direction. Tout le monde est content. Donc, on va set ces deux-là. Et on va aller parler un peu trigonométrie. Alors, ici on a un cercle, on a le plan. Il y a aussi un plan qui est caché. Là, vous pouvez le voir, par exemple, je peux set la position de cette entité à 0, 0. Il y a un plan. C'est le même plan qu'ici, mais il n'est pas montré. On va représenter donc l'angle auquel notre vaisseau peut être, comme ça, avec un cercle. Donc voilà. Le cercle n'est pas important, c'est surtout les 3 points qui sont là. Ici, on a l'origine. Ici, on a ici, on a le point A, l'origine, le point B. L'origine étant notre flèche. Donc, comment est-ce que ça va fonctionner? On va vouloir trouver comment t'appelles-tu? La position du point. Et grâce à cette position, on va être capable d'incrémenter des, des valeurs sur E. Donc, algèbre, pour trouver la position du point D à partir de l'angle, comment est-ce que je l'appelais? F, l'angle bad. Ouais, ça définit bien. Pour trouver la position de l'angle F, oui, non. La position du point D par rapport à l'angle F, on n'a pas besoin de trouver la position du point B parce qu'on sait déjà que c'est sur un axe principal. Là, c'est sur l'axe des abscisses. Pour trouver la position du point D, on va vouloir utiliser sinus et cosinus. Imaginons que le cercle fasse un rayon. Là, on a la position qui nous est donnée par GeoGebra, comme il est gentil. Donc là, on a la position. Comment est-ce qu'on la trouve? Sinus et cosinus. Oui, c'est les mêmes chiffres. Incroyable. Et quand on bouge le point, vous pouvez voir que le sinus et le cosinus changent. Et surtout, ils vont en négatif. Et ça va être très pratique pour la suite. Donc, bon, voilà. Quoi que ce soit l'angle, on est capable de trouver la position du point. Parce que on ne connaît pas la position de ce point hypothétique qui est vers laquelle, comment ça s'appelle, l'angle pointe. Tout ce qu'on veut savoir, c'est dans quelle direction l'angle pointe par rapport au plan. Et grâce au sinus et au cosinus, au cosinus et au sinus du coup, on sait tout simplement où est-ce que l'angle pointe. Donc, il va falloir utiliser des opérateurs sinus qui sont là-dedans.
Alors ça, dans Scratch, c'est un peu les mathématiques, mais genre beaucoup de mathématiques un peu plus complexes. On a par exemple la square root, donc la racine carrée, le sinus, cosinus, tangente, arc sinus, arc cosinus, arc tangente, etc. Voilà. Floor, ceiling. Et je crois qu'on a aussi un round. Non, round il est là. Il est hors. Bref. Donc, on va vouloir utiliser sinus. Non, je ne veux pas ajouter un commentaire. Et le cosinus. Comment est-ce qu'on va les utiliser? On veut trouver l'angle. Mais alors, qu'est-ce que c'est l'angle en soi? Non, parce que bon, c'est bien beau de dire ça, mais c'est quoi? L'angle, c'est la direction, tout simplement. Voilà, direction. Donc, direction, on peut directement juste mettre la direction comme ça. Et là, on a pas de valeur. Enfin, si, justement, on a des valeurs, mais c'est parce qu'il est à 90 degrés. Laissez-moi le scramble. On peut faire comme ça. 0,4. Bam. Voilà, maintenant il y a une rotation. Voilà, vous pouvez voir que c'est des valeurs. Ça sera la valeur x. Ça sera la valeur y. Cosinus y, sin x. Rappelez-vous de ça. X, c'est les abscisses. Y, c'est les ordonnées. Vous pouvez le voir ici. Je vais nommer mon incroyable sprite. Voilà. Ça s'appellera Arrow. Donc, comment on fait vraiment? Non, parce que là, c'est bien beau de parler du sinus, du cosinus et de dans quelle direction un angle, entre guillemets, pointe. Mais à quoi ça va nous servir? On va commencer par forever. Et on va faire un if. Ce if, if else. Ce if else, on va demander est-ce que la souris est pressée? C'est pas la souris, ça. Est-ce que la souris est pressée? Si oui, alors on veut mettre arrow acceleration x et arrow acceleration y à eux-mêmes, jusque là simple, fois la friction, donc la friction, accélération. Jusque là, je pense que vous pouvez comprendre ce que ça fait. Et juste cette partie-là, on va la copier. Voilà, déjà, c'est fait. Donc là, on a des valeurs qu'on peut, par exemple, set, voilà, donc je peux mettre... ah oui, d'ailleurs, avant que j'oublie, parce que ça, j'ai bien tendance à oublier, pensez à remettre vos valeurs à 0 quand vous commencez le programme, parce que si vous vous êtes trompé, que vous avez Arrow Acceleration à 1 million et que vous commencez votre programme, votre flèche va se téléporter dans un coin de l'écran. C'est pas dangereux, ça va pas vous ruiner votre vie, mais mettez-le à 0 en premier, c'est plus pratique. Donc là, on a ça, et on a une valeur qui va automatiquement se réduire. Par exemple, je mets Arrow Acceleration X à 100, et vous pouvez voir que... Excusez-moi, monsieur. Vous pouvez voir que ça se réduit. Bon, là, ça se réduit un peu vite. Parce que c'est quoi? Parce que friction accélération. Pourquoi ça se réduit aussi vite? Ah non. C'est parce que le programme s'exécute instantanément. Bref. Je vais le sortir. Donc, hop, hop. Par exemple, je le mets à 100. À chaque fois que j'exécute le programme, la valeur va se réduire. Ce truc-là, vu qu'il n'a pas de wait 0,1 seconde ou je ne sais quoi, il va l'exécuter le plus de fois possible par tick. Retenez bien ça, par tick. Ça veut dire qu'il va pas faire, que ça va pas faire un mouvement en 0 tick. Parce que là, ça fait un mouvement en 0 tick. Là, vous pouvez voir que dès que j'active le programme, d'un coup, tout est réduit. C'est parce que ça le fait en 0 tick. Mais quand le programme va vraiment tourner, ça va pas le faire en 0 tick, ça va le faire en 1 tick par 1 tick. Ce qui va nous permettre de faire un mouvement assez fluide. Donc, ça, je n'en ai pas besoin. Avant de faire en sorte que notre valeur augmente, quand on clique, on va faire un truc qui est tout aussi important, qui est notre valeur fait quelque chose. C'est un peu important quand même que notre valeur fasse quelque chose. On va donc mettre x et mettre y à, je pense que vous avez pu le deviner, l'addition de l'accélération x et l'accélération y et leurs valeurs respectives, donc la position x et la position y. Donc là, si j'active ce programme et que je, par exemple, mets
arrow accélération X à non pas plus moins, non, moins 2, voilà. Là vous pouvez voir que la flèche bouge lentement vers le moins 2. Et si j'active ce programme, voilà. Donc, ensuite, après avoir eu ces deux blocs principaux qui tournent, on va vouloir faire en sorte de pouvoir bouger en fait tout simplement la flèche à partir de ça. Ça fait beaucoup de stalling, mais il faut que je mette un dernier truc qui est point forward mouse pointer pour pouvoir contrôler la flèche. Il y a des manières plus jolies de faire ça et je l'expliquerai probablement dans un autre tutoriel, mais ça c'est la manière la plus simple d'avoir une entité qui vise vers votre flèche. Donc, vous vous rappelez du cosinus de la direction? C'est maintenant qu'ils sont utiles. Parce qu'on va vouloir prendre en compte la direction de la flèche pour pouvoir incrémenter son accélération X et son accélération Y. Parce qu'on n'a pas envie que par exemple on pointe ici et l'accélération X augmente autant que si on pointait ici. Donc, pour faire ça, on va utiliser un peu de multiplication et d'addition. On va commencer par des additions simples. Donc on va additionner notre vitesse qui a été réduite de base par la multiplication de la vitesse. Jusque là, ok. J'ai probablement inversé ces deux valeurs, c'est pas grave, on verra si ça fonctionne. Hop. Et hop. Et donc là, quand j'appuie, non, je ne les ai pas inversés. Vous pouvez voir que j'ai un effet de drift. Donc je peux drift avec ça. Et vous pouvez voir que ça ne suit pas ça suit ma souris, mais sans suivre ma souris. Parce que l'idée qu'on aurait pu avoir, ça aurait été de mettre une valeur fixe et utiliser move to, comme on l'a fait tout à l'heure pour la balle. Sauf qu'encore une fois, si ça ne suit pas une ligne, ça va pas faire un effet drift, ça va juste faire un effet camion qui accélère et ralentit. C'est pas aussi stylé que voiture de course qui drift, camion qui accélère et ralentit. Enfin. Donc ici, on a un effet drift. Comment est-ce qu'on augmente la vitesse? Ça va être choquant, il faut augmenter la vitesse. Incroyable, je sais. On met la vitesse à 10, bon là ça va se téléporter, voilà. Voilà. Je vais pas la mettre la vitesse à 10, je vais la mettre à 5, voilà. Donc là, c'est encore extrêmement rapide, 5, mais c'est normal, on n'a pas rajouté la dernière partie du programme. Je vais la mettre à 2 peut-être. Peut-être. Oui, ok, bon, 2 ça va. C'est très rapide, mais ça va. Ça montre bien tout ça. Donc là, notre problème, c'est quoi? Notre problème, c'est que déjà, c'est ridiculement rapide alors que la vitesse est faible. Et surtout, la friction-accélération touche aussi à la vitesse. Par exemple, si je mets la friction-accélération... J'ai oublié un point encore une fois, j'adore oublier les points. Moi. Si je mets la friction-accélération à 90, on va... J'ai oublié de la changer. On va beaucoup plus lentement. C'est pas normal, c'est pas ce qu'on veut. On veut pas que la friction-accélération, ça affecte la vitesse. Donc pour faire ça, il va falloir rajouter une autre valeur. Et cette autre valeur, ça va être multiplié. Donc ceci. Alors là, j'y vais à l'aveuglette. Mais si je me rappelle bien de comment est-ce que ça fonctionnait, c'était qu'on prend la friction accélération, on lui soustrait 1, je crois. Donc ça nous donne un nombre qui est petit, disons ça. Donc là on a, ouais, c'est ça. Et ensuite on le divise par 11. Et ça nous donne un nombre qui est du coup grand. Voilà. En réalité, on le divise par moins 1. Non, réflexion, c'est bien, on le divise par 1. Et donc là, qu'est-ce qu'on fait? On prend notre vitesse et tout, et on la multiplie par ça. En réalité, on peut le diviser par un peu plus. Non, si on le divise par un peu plus, ça va faire l'inverse de ce qu'on veut. Bref, en tout cas, voilà. Là, on a un truc. Peut-être l'inverse. Je sais plus exactement comment est-ce que ça marche l'égalisateur, mais... oui, ça doit être ça. Attendez. Moins 10. C'est clairement pas ça. C'est clairement pas ça. Mais c'est pas grave. En faisant des erreurs, on apprend. Donc, oui, non, c'est pas ça. Mais en réalité, c'est ça, parce que là, attendez. On voit que la valeur c'est 10, alors que la friction c'est 90.
Maintenant, on met la valeur à 95. Si la valeur c'est 20, c'est réussi. La valeur c'est 20, donc c'est réussi. Donc en fait, c'est bien ça. C'est juste que j'ai oublié l'étape la plus importante. C'est faux, c'est pas l'étape la plus importante, mais c'est une étape qui est très importante. Diviser le tout par beaucoup. On veut que on peut faire ça en réduisant la vitesse à 0,02, mais on peut aussi faire ça en juste multipliant par 0,05, j'imagine. Et donc là, normalement, on a un truc qui fonctionne. Voilà. On a donc bon là c'est non, c'est même pas lent en vrai. Et donc pour voir si ça fonctionne vraiment, il faut regarder le top speed. Le top speed de RO Acceleration actuellement c'est 10. Est-ce qu'on peut pas faire ça mieux? C'est 10. On le divise par 5. Donc on va faire en sorte que ce soit 1. 2 pardon. Donc là, le top speed, vous pouvez voir ici, là, Arrow Acceleration, c'est 2. Et le speed réel, c'est 2 aussi. Donc le speed représente notre top speed. Ça, c'est parfait. Ça nous permet de, par exemple, speed de 15, ça va être rapide. Vous pouvez voir. Voilà. Et donc là, on a une friction qui est plutôt faible et c'est beaucoup plus, comment dire, c'est beaucoup moins rigide. Je pense que vous n'avez pas exactement de comparaison facile à faire, mais je vais vous montrer. Ce que je dis par rigide, ça serait un truc dans ce style-là. Donnez-moi un if, donnez-moi un mouse down. Voilà, un mouvement rigide. Faut que j'active. Un mouvement rigide, ça serait ça. Voilà, ça c'est extrêmement rigide. C'est comment dire, c'est pas très drift. C'est moins satisfaisant, disons. Comparé, vous pouvez voir que bon, déjà c'est voilà, ça marche, hein, mais c'est pas incroyable. Comparé à notre système qui prend en compte l'inertie et la friction, voilà, là c'est beaucoup plus smooth, c'est beaucoup mieux. Et c'est aussi beaucoup plus satisfaisant pour ce genre de véhicule. Par exemple, cette vitesse-là, ce drift-là, je pourrais bien le voir sur un vaisseau spatial ou un truc du style que le joueur contrôle. Alors que l'autre, bon, je le vois que sur une balle. Et encore. Et encore. Peut-être un projectile qui suit le joueur. En tout cas, ça c'est bien. Mais vous pouvez voir que si on augmente la friction, et vous pouvez voir, si on augmente la friction à une valeur assez élevée, genre 0,80, 80, non, 975, alors déjà c'est extrêmement rapide. Monsieur, calmez-vous s'il vous plaît. Pourquoi est-ce que tu es aussi rapide? J'ai oublié quelque chose, c'est quoi? Qu'est-ce que j'ai oublié? Ah, ouais, c'est pas... Non, ok, je viens de réaliser l'erreur que j'ai fait. Faut l'inverser celui-là, je crois. Genre, faut juste multiplier. Ouais, ok, d'accord. La division par 1 n'était pas nécessaire. Faut juste multiplier ça par ça. Et donc là, d'un top speed, je sais pas si je peux atteindre le top speed dans cette zone, parce que, encore une fois, l'accélération est très lente. Mais on a un top speed qui est de 15 à peu près. Et donc là c'est smooth, là c'est bien. Mais il a du mal à accélérer. Et c'est normal, c'est parce que la friction accélération est à une valeur très élevée. Exemple, si je mets la friction accélération à 1, il ne peut pas bouger, il est coincé. Alors techniquement, mettre la friction accélération à 1, ça voudrait dire que on ne réduit jamais comment dire, la vitesse, on donne une vélocité à notre flèche. Exemple, ici, par exemple, je lui donne une vélocité de moins 4. Et bien, elle va jamais ralentir. Elle n'est plus affectée par ça, vu que, essentiellement, on fait la vélocité, on transforme la vélocité actuelle, donc on va dire, on transforme x en x fois 1. Donc on fait rien de x en fait. On le laisse comme il est. Donc friction accélération à 1, avec ce système-là, ça marche pas, mais ça peut être marrant d'utiliser le même système qui est là avec tout ça, avec un top speed pour faire par exemple un vaisseau qui est un peu difficile à contrôler où il y a zéro friction et donc où il bouge en permanence. Mais ça serait un élément qui définirait le jeu, le fait qu'il n'y ait pas de friction.
Là, on veut juste une friction normale. Alors, pour une friction normale, moi je vous propose 90. 90, ça fonctionne assez bien, c'est assez smooth et en même temps, c'est pas terrible. Ça, je pense que ça fonctionnerait bien pour soit un jeu de course, soit juste un jeu en fait. C'est même pour un personnage qui est sur le sol, ça peut bien marcher comme ça. Pour un jeu qui a besoin de contrôle beaucoup plus précis, je vous proposerais 85. C'est encore un peu moins rigide que l'autre, mais il y a plus beaucoup de 85. 85? Non, 80. Il y a plus beaucoup de, comment dire, mouvements. Et aussi, vous accélérez très vite. Mais ça peut être pratique pour faire des mouvements précis, etc. Je viens de réaliser que j'ai pas changé. Voilà. Là, c'est 80. Voilà. Vous pouvez voir qu'il y a beaucoup moins. Ça, c'est, si votre personnage, je sais pas, il est sur le sol, il ralentit vite. Et encore, ça serait plutôt, ouais, j'avais bien raison de mettre 85 tout à l'heure. Ça serait plutôt 85. Voilà. Donc là c'est bien pour un personnage qui est sur le sol, il décélère vite, il accélère vite. C'est parfait pour des contrôles précis. Pour un truc qui se passerait dans l'espace, etc., usuellement je mets à 95. Ça nous donne vraiment un effet espace. Par exemple, dans les jeux de course, vous pouvez modifier la friction accélération quand, par exemple, le joueur ferait un dérapage ou quelque chose de ce style. Vous pouvez augmenter la friction accélération et peut-être aussi augmenter un peu la vitesse. Du coup, ça permettrait au joueur d'aller plus vite mais de glisser beaucoup plus. Bref. Vous pouvez aussi, alors là, il y a une technique spéciale avec ce truc-là, c'est que vous pouvez, entre gros guillemets, couper les moteurs. Alors usuellement, pour couper les moteurs, on met juste le speed à 0. Et ça fonctionne. Mais on peut couper les moteurs de deux manières. Je vais vous montrer. Speed et friction. Je vais prendre ça pour pouvoir facilement les activer à distance. Donc quand j'appuie sur A, non, quand j'appuie sur ça et quand j'appuie sur ça. Donc, quand j'appuie sur left arrow, ça va mettre la friction accélération à, je vais la mettre à 1. Et ensuite, ça va après 3 secondes, j'imagine, ça va la remettre à. Allez, après 3 secondes, mon 3 ne fonctionne, rien ne fonctionne sur ce clavier, c'est terrible. Donc, comme je le disais, après avoir fait ça, on peut avoir donc 0,95, notre valeur originelle. Donc là, voilà. Les speed, on le met à 0, puis à 15. Voilà, tout simplement. Speed à 15. Donc, imaginons que le joueur est en train de rouler, et rouler, voler, ou il bouge, disons ça. Et il passe par-dessus un coupe-moteur, tout simplement, une EMP, j'imagine, qui arrête son moteur. Donc là, je n'ai plus de contrôle, et du coup, je m'arrête inévitablement à cause de la friction. Je pense que c'était un peu difficile à voir, donc voilà, là je ne peux pas bouger ma flèche. J'appuie, mais ça ne fonctionne pas. Et là, ça refonctionne parce que le speed est redevenu. Donc, vous pouvez modifier le speed en plein milieu du jeu, ça va pas causer de problème avec le système. Ça fonctionne très bien. Hop, voilà, vous pouvez voir que je m'arrête. Si vous voulez faire en sorte que, par exemple, le joueur passe sur de la glace, voilà, bon exemple. Il passe sur de la glace, bam. On conserve, quand on met la friction accélération à 1, encore une fois, je l'ai dit, ne la mettez pas au début, mais vous pouvez la mettre en cours de jeu. On conserve l'accélération X et Y sans être capable de faire des actions. C'est très pratique si, encore une fois, le joueur passe sur de la glace, voilà, il est glissé jusqu'au bout et ensuite il peut reprendre le contrôle. Bon, typiquement, voilà, l'accélération. Ça permet de rendre les jeux un peu plus smooth sans avoir de mouvements étranges, encore une fois, de semi-remorque. Et ça permet aussi de pas avoir de problème avec, comment dire, avec certains lags. Parce que ça permet alors ça permet pas d'éviter le lag à proprement parler, mais ça fait pas non plus monstrueusement laguer, contrairement à d'autres systèmes comme la rotation dynamique, etc., qui font mal aux performances. En point final, j'aimerais quand même mentionner que ça, c'est extrêmement pratique pour les collisions. Parce qu'il y a deux valeurs magiques là ici, qu'on peut très facilement modifier. Je vais donner un exemple
extrêmement rapide. Imaginons qu'on ait un gros bloc là, un bloc de ciment, je sais pas, de ciment jaune, nouveau type. Ce bloc, on veut que dès que notre flèche le touche, elle rebondisse. Elle soit renvoyée en arrière. Simple. Sauf que dans Scratch, sans ces valeurs-là, sans aucune valeur, etc., c'est pas possible. Il y a un truc qui est built-in qui s'appelle If on Edge Bounce, qui est très pratique, mais ça marche pas pour le bloc. Pas une edge, c'est pas un des coins de l'écran. Donc pour faire en sorte que notre ami la flèche là rebondisse quand il se percute face au mur, il suffit tout simplement de faire if sensing touching arrow, sans oublier évidemment when clicked. Alors, et c'est là que ce système brille, c'est qu'il est facilement éditable, juste mettre arrow y et arrow x à eux-mêmes divisé par, enfin divisé fois moins 1, tout simplement. Et donc, non, moins 1. Et donc, rien qu'en faisant ça, juste, c'est ce minuscule truc, on a fait un système basique de collision. Et donc là, on est capable de faire des collisions avec le bloc. Exemple en action. Alors, ça vous renvoie en arrière, enfin, ça inverse vos deux vélocités. Donc, c'est pas dynamique, c'est pas comme un miroir où vous le percuterez comme ça et vous repartirez comme ça. Mais, c'est un système de collision basique qui marche et qui vous renvoie de là où vous venez. Il y a des problèmes, évidemment. Vous pouvez voir que si je force vraiment dans le mur, je peux me forcer dans le mur. Mais il y a des manières autour de ça. Hein. Typiquement, il y a des trucs qu'on peut faire pour éviter que le joueur, je sais pas, rentre dans l'ennemi, ou si ça c'est un ennemi avec des collisions, ou rentre dans un mur. Typiquement une croix directionnelle qui le coince, etc. Bon. Et donc ça permet de faire des collisions qui marchent et qui rebondissent. Évidemment, vous pouvez mettre le bounce à un truc plus faible, par exemple moins 0,5. Rappelez-moi, le point ne fonctionne pas. Et moins 0,5. Et donc là, on aura un bounce qui sera beaucoup plus faible. Bon, tellement faible que j'ai annulé la vélocité instantanément. Mais vous pouvez voir que je bounce, mais juste beaucoup moins. C'est beaucoup plus petit. Et vous pouvez, par exemple, si ça, imaginons que ce soit un bumper, vous pouvez renvoyer le joueur dans les, je ne sais où, le renvoyer, que voilà ce qu'il faut retenir. Typiquement, ça va tripler ma vélocité quand je vais l'impacter. Donc par exemple, je rentre avec une vélocité de 10, je repars avec une vélocité de 30. Bon, voilà, voilà, c'est un bumper. Et voilà, ça fonctionne. Et donc ça, c'est donc, je pense que ça conclut cette introduction et vidéo à propos de la vélocité et de l'accélération. Et de la friction aussi. Enfin, l'accélération, je ferai peut-être une autre vidéo à propos de celle-là. L'accélération, ça peut être pratique, surtout quand on a ce genre de système qui ont des accélérations qui sont collées à la friction. Je crois bien qu'il y a une méthode qui permet de décoller ces deux valeurs, mais ça demande l'utilisation de MyBlocks, et je suis pas très fort avec cela, donc on verra bien. Tout ce qu'il faut retenir, c'est que même si ça a l'air de pas mal d'efforts, en réalité, c'est pas gigantesque. Ça n'est pas. Voilà. C'est juste ça non plus d'ailleurs, ça fait pas partie du système, ça c'est le système de rotation. Je ferai probablement une autre vidéo sur les systèmes de rotation. Ça c'est un truc hyper basique qui permet de tester les exemples, mais il y en a des qui sont beaucoup plus complexes. Vous verrez. Donc voilà, ici, juste ça. Le problème principal, j'imagine, c'est que bon, c'est pas hyper intuitif déjà de base. C'est compréhensible, mais pas incroyablement. Et aussi, sinus, cosinus. Voilà, ça conclut la vidéo.